Bonjour. Comme je n'ai pas de secret pour vous, avec mes chaussures, je fais un quintal. Imaginez la force du vent. On se met un peu à l'abri et on se retrouve. Vous avez vu, ça décoiffe. Nous sommes sur une sorte de cône posé sur le plateau ardéchois, à 50 km de Privas, à 1551 mètres d'altitude, au sommet du mont Gerbier-les-Anges. Et pour une fois, notre balade va s'effectuer dans la totalité dans le sens de la descente, sur le versant ouest, car nous allons assister ensemble à la naissance constamment renouvelée de l'un de nos plus prestigieux fleuves, la Loire. Pas bêtes les plantes, elles aussi se mettent à l'abri du vent du nord. C'est le cas de la calune, du myrtillier, du pin et du genêt. Je suis 150 mètres au-dessus du plateau ardéchois et je suis assis sur ce qu'on appelle les sucs. Ce sont ces pitons de phonolite qui hérissent cette partie du volet. Écoutez comme sonne cette roche. D'où son nom de phonolite. Dans cette région élevée et découverte, le climat est rude. Tout près d'ici, à Sainte-Eulalie, la température moyenne annuelle est de 5,3 degrés Celsius. Il arrive même qu'il gèle en plein été. Et l'hiver, quand souffle la burle, il y a des quantités énormes de neige de soulever, des congères se forment et les chasse-neige sont bloquées. Alors c'est pas cette description, ni ce qu'a écrit George Sand dans son roman Le Marquis de Villemer, au fond duquel le Mézin montrait seul sa tête livide dans les rafales. Pas d'arbres, pas de toit, pas de rocher pour s'abriter. Vous n'êtes pas découragé? Alors on continue. Bonjour Thérèse. Bonjour. Bien mouillé. Oh, à peine un peu. C'est bon pour les sources, ça, aujourd'hui? C'est bon pour les sources, tout à fait. En parlant de les sources, urets. je suis toujours surpris de rencontrer une source dans une maison. Oui. C'est spécial. Ils ont capté. Les gens arrivent ici, c'est ça la source de la Loire? Non. Une des sources est captée. Les gens avaient besoin d'eau à l'intérieur des maisons et l'hiver sont bloqués par la neige. Donc c'est bien commode. Toutes les vieilles fermes ici ont leur bassin, une source captée à l'entrée. Et là, ça gèle pas. Non. Mais justement à propos de froidure, je propose qu'on ait discuté quoi du tout. Volontiers. Alors, une source, c'est quoi? Il n'y a pas une source pour un fleuve, il y a un très joli mot pour dire une rivière, un petit ruisseau démarre par un chevelu. Donc, une source, de l'eau souterraine qui ressort sur une surface imperméable, elle est obligée de sortir, autrement elle continuerait à s'infiltrer, pas de problème. Ici, on a une assez grosse. C'est pour ça qu'elle est aussi assez célèbre, elle a été captée, les paysans étaient pas idiots, ils sont mis sur des sources importantes. Alors voilà comment ça se présente si je te fais un profil, la topographie du coin, là on comprend facilement. Tu as un petit peu une bosse là vers le gîte à côté, une espèce de col entre le gerbier, voilà le gerbier, hop, une belle pyramide. Plus loin, une espèce de col, il y a l'autre source, et puis il y a des sucs, encore plus loin dans le lointain. Tout ça, ça fait donc un bassin versant. Voilà le gerbier. Si je le dessine en profondeur, ça donne une espèce de grosse pâte, tube de dentifrice. Bon. Excuse-moi le gerbier. Hein. C'était une énorme, comme une taupinière qui s'est formée. Donc un magma, contrairement au magma qui coulait des laves,
un magma super visqueux qui ne pouvait même plus sortir. Les géologues font tas d'hypothèses pour savoir comment il est sorti. C'est sûrement des grands mouvements de compression qui l'ont comprimé et c'est sorti comme ça. Comme le tube, le dentifrice. Mais alors on peut être sûr que pas loin d'ici, juste derrière, il y avait un mamelon de granit qui nous envoie, toi, tout le gerbier est une vraie éponge avec sa blocaille, toutes ses fissurations, qui nous envoie l'eau vers cette source ici. C'est pour ça qu'elle doit être assez importante. Elle est très haute. Plus tu descendras dans la pente, plus la source va être importante parce qu'elle récolte le gerbier, l'eau infiltrée dans les éboulis, puis l'eau de la pente. Bien sûr. Voilà. Alors Maë, ton grand-père habitait ici. Alors c'était comment l'hiver? Très dur. Sûrement. Il y avait beaucoup de neige, beaucoup plus que maintenant. Et c'est pour ça que l'eau était dedans. Les gens vivaient en autarcie, donc il y avait les bêtes qui servaient de chauffage central, le foin d'isolant, et les gens vivaient, ils faisaient leur pain, tuaient le cochon, et tout était centré sur la maison. Donc ils sortaient plus du tout, ils étaient complètement coincés dans la maison? Oui, mais ils sortaient beaucoup parce que toutes les maisons alentour étaient habitées, c'était moins désert. Et les gens étaient très solidaires, comme c'est un pays très dur. Les gens ne partaient jamais seuls acheter le pain au village. Et ils partaient à plusieurs, ils passaient d'une ferme à l'autre. Alors quand il y avait de la neige, quand il y avait le brouillard, il n'y avait plus de repères? Des fois, ils se perdaient, ils tournaient autour de la maison, mais il y en a qui restaient dehors, ce qu'on dit, ils restaient dans la neige, quoi. C'est ce qu'on raconte encore aujourd'hui d'ailleurs. Oui, mais c'est pas une légende. Moi, j'ai mon grand-père qui a tourné plusieurs heures autour de la maison et c'est le chien, ma grand-mère a lâché le chien et c'est le chien qui l'a retrouvé. Il tournait juste autour, à quelques mètres. Tout est faussé avec la neige et le brouillard, on n'a plus de repères. Alors le fait qu'on ait de la neige à cette époque, c'est loin de l'hiver encore. On arrive en automne. Cette année, c'est précoce. Et puis elle arrive bonne heure pour nous dire que peut-être on en aura beaucoup cet hiver. Voici l'un des plus grands de nos champignons, la coulmelle. Quand elle est jeune, le chapeau enferme le pied. Elle ressemble à une maillotche de grosse caisse. Quand elle est plus âgée, le chapeau s'étale. Elle ressemble alors à une ombrelle. Le pied n'est pas bon à manger parce qu'il est dur, il est ligneux, il est creux. Lui, par contre, on le laisse tomber. Le chapeau, vous le prenez, vous le mettez sur un grill avec un petit peu de sel, c'est un délice. Bonjour Léon. Bonjour Michel, Ça va? ça va et vous? Eh ben ça va, il fait un peu frisquet quand même. Hein. Ah, pour la saison, il fait pas bien chaud. Hein? Enfin, en marchant, on se réchauffe. Léon, votre chaumière est toujours aussi belle. Oui, c'est vrai, il y en a plusieurs qui le disent comme vous. Mais alors, le genêt, finalement, ça tient très très bien alors. Ça tient bien environ 35 ans. Quand c'est compressé, c'est bien étanche. Ah oui, oui, mais enfin, il faut quand même savoir le faire, hein, parce qu'elle demande beaucoup d'entretien. Eh oui, maintenant, certainement. Eh oui, Alors, mais enfin, elle a son charme. elle a certainement... Je suis toujours passé à côté, mais je ne suis jamais rentré dedans. Ah Parce que vous bon? n'étiez jamais là, au bon moment, si j'ose dire. Eh bien, vous voyez, vous remarquerez qu'il n'y a pas de porte d'entrée. Les habitants et les animaux rentraient par la même porte. Par celle-ci. Voilà. Allez, On y entrez. passe? Allez-y. Et vous remarquerez qu'il y a toujours une source qui coule en permanence à côté. Alors ça, c'est source extraordinaire. Vraiment, c'est très beau. Ce n'est pas une lanterne, c'est une vessie de porc. Alors Léon, vous êtes né dans cette pièce Oui, oui. et vous avez dormi dans ce lit clos. Oui, oui, c'est vrai. Il faisait froid, je suppose, quand même l'hiver, là, encore une fois. Ah non, non, il y avait du feu à la cheminée. Et puis, il y avait les vaches dans l'écurie et le chien. Et le chien? Ouais. Il se mettait près du feu, là-bas, à la cendre. Voilà, oui. Eh ben, dites donc. Et La alors, cheminée, c'était l'endroit où on se réunissait. il y a le four, là-bas. Il y a le four à pain, il y a la table. Vous voyez, on appelait ça la maille. C'est là qu'on pétrissait la pâte pour faire du pain. Et puis ça servait de table en même temps. Léon, merci beaucoup de votre accueil. Ma curiosité était satisfaite parce qu'avant, je regardais par le carreau. Ah ben vous voyez, Allez, à bientôt comme peut-être. ça vous aurez vu une cuisine d'autrefois. Tout à fait. Merci. Au revoir. Au revoir monsieur.
Ben voilà un hêtre bien inspiré. Il a germé la lumière, il s'est convenablement développé jusqu'au moment où il a rencontré des jardiniers qui sont venus le tailler. Ce sont les vaches qui sont en pâturage ici, mais les chevreuils également qui viennent manger les pousses. Alors il n'a vraiment pas de chance, alors il se densifie à la base, il prend cette jolie forme de boule, mais la burle qui souffle très fort et la neige qui le tasse, eh bien progressivement il va finir par s'étaler, un peu comme le genévrier qui est dans son dos. Une grenouille agile surprise par le froid précoce. Regardez, ses mouvements sont très lents. Regardez ses yeux en périscope. La pauvre. Viens là. Montre-nous ton ventre. Regardez comme elle est belle aussi dessous. On en profite, hein. Regardez comme elle est jolie. Regardez, un chevreuil est passé par là et il a perdu quelque chose d'important. Mais c'est pas grave, parce que c'est comme une dent de lait. Ça tombe et ça repousse. Et ça vient de se faire, regardez, il y a encore plein de petits poils d'accrochés. Jean-Pierre, cette ferme Bourlatier, c'est une sorte de vaisseau sauver les eaux. Oui, mais disons que c'est une ferme qui grâce au tissu associatif local, a retrouvé un peu sa structure. Elle a été rénovée entièrement au terme de 10 ans de travaux, c'est-à-dire d'abord la toiture, ensuite, bon, que dire, des piliers en granit également, qui sont des matériaux locaux et qui servent donc de support à l'architecture de cette ferme. Et sur le toit, des lozes en phonolite. Sur le toit, des lozes en phonolite, oui, qui sont extraits à proximité en des losières. Donc, on a également avancé cette idée de ferme monument. Je pense qu'on ne peut guère se tromper, sachant qu'ici, les conditions de vie étaient très difficiles. Donc, 6 mois d'été, 6 mois d'hiver, des congères de 13 mètres de haut par moment, dans des conditions assez exceptionnelles, d'où cette ferme refuge, ferme monument. Plusieurs termes ont été avancés. Et également, je crois qu'on peut dire derrière les pierres, les hommes. Je crois que tout le savoir-faire de ces hommes-là, on en témoigne ici. Tout à fait. Et ce qui est extraordinaire justement dans cet endroit, c'est que la mémoire est complète. Il y a des sons qui jaillissent de bornes comme celle-ci, le son de la source captée qui sort ici même dans la ferme. Il y a aussi le son de la voix du dernier habitant. Mais il y a aussi des odeurs, comme l'odeur du fenil ou plus loin encore, l'odeur de la soupe. Le genêt est certes très envahissant, mais il est utile parce qu'il sert à stabiliser le coteau. Les épilobes n'ont pas encore toutes fait leurs graines soyeuses. Par contre, les églantiers se sont parés de leurs fruits rouges. Et j'aperçois en bas de la menthe aquatique, certainement très parfumée, menthe qui se nourrit de la Loire. Aux États-Unis, c'est un arbre d'ornement. Ici, il vit sauvage. Quelquefois, on le trouve en plaine, mais plus souvent en montagne. Il n'hésite pas, d'ailleurs, à occuper la partie supérieure de l'étage forestier. Il vit même au sommet de certaines montagnes. Ses feuilles sont composées de 4 à 9 paires de folioles dentées. Ses fruits sont rouges, comme vous le voyez là. C'est le sorbier des oiseleurs. Mais j'aurais quand même tendance, moi, à l'appeler le sorbier des chasseurs. Parce que l'hiver, lorsque les griffes sont affamées, et elles viennent se nourrir de ces fruits rouges, mais elles ne savent pas que certains chasseurs les attendent au pied de l'arbre. Ah, attention, on n'écrase pas les champignons. Les trompettes de la mort, des cèpes de Bordeaux. Ceux-là sont jeunes, ils ont le pied ventru. Quand ils seront plus vieux, le pied sera cylindrique.
Ils ont une odeur tout à fait caractéristique, cette odeur de musc. En tout cas, leur chair est très savoureuse, c'est très bon à manger. Celui-là, c'est le lactaire délicieux. C'est un champignon comestible. On le reconnaît assez bien à ses cercles concentriques, à ses lamelles aussi. Quand on blesse ces lamelles, elles deviennent assez vite colorées, en vert, verdâtre. Et on le reconnaît aussi parce que sa blessure, comme tous les lactaires, laisse échapper une sorte de lait, et celui-ci est très orangé. Ils sont en danger. Ils poussent sur le territoire de Bernadette. Ils risquent fort d'être transformés en lamelles. Des pieds de mouton, des clavères, des russules. Je vous ai dit qu'il y avait des champignons ici. Bonjour Bernadette. Bonjour Michel. Quel temps! Ah, mais disons, C'est aujourd'hui- changeant, hein? Ah oui, oui, très changeant. Alors dites-moi, comme introduction, je trouve que pour accueillir vos clients, les orties, c'est pas mal. C'est pour faire des frictions? Non, non, mais c'est les dernières qui restent et bon, on les a ramassées pour le laboratoire. Et à quoi ça sert? Ça sert, disons que c'est le laboratoire. Nous, on ramasse des plantes bon, très saines et très propres, puis le laboratoire l'utilise en homéopathie pour des médicaments. Vous n'en faites pas de la soupe? On a fait de la soupe. Oui. On a fait de la soupe. Et en montagne, au printemps, quand elles sont fraîches, on a fait de la soupe. Et tout ce qu'il y a derrière, là, on le rencontre dans la campagne autour de chez vous? On ramasse, c'est toutes les plantes sauvages, ça. C'est que des plantes sauvages. Ça, c'est de la feuille de framboisier. On fait des tisanes? C'est pareil, ça part pour le laboratoire. L'arnica, idem? Arnica, voilà. On ramasse ça au mois de mai, juin. Alors l'arnica, c'est connu. C'est très connu. Dans la région, c'est très connu. C'est une plante de montagne. Et on s'en sert pour... Pour les hématomes. soulager les Surtout pour les hématomes. hématomes. Surtout pour les hématomes. Et puis tout à l'heure, dans la forêt, les cèpes m'ont dit que vous les ramassiez pour les faire sécher. Et il y en a là. C'est pour ça que je n'en ai point trouvé. Oui, ça c'est séché, oui. Séché à la prise de la lumière, du soleil. Et... Ah, on les fait pas sécher au soleil? Non. Ben, nous, non, parce que ça perd sa couleur. Et puis alors ensuite, pour les préparer, comment vous faites? On les met dans de l'eau tiède. Ouais. On a un quart d'heure. Ils reprennent leur forme? Ils reprennent, oui, ils reprennent du volume. Et à ce moment-là, on l'utilise comme du champignon frais. Voilà. Il y a beaucoup de goût. Il y a plus de goût en sec qu'en frais. Et puis alors autour de vous, là, il y a des confitures. Les Alors. confitures, voilà. Confiture de myrtille en pagaille, il y en a plein Confiture partout. myrtille. De framboise. C'est le pays de la framboise et de la myrtille. Et Voilà. c'est vous qui les faites, les C'est confitures? moi qui les fais. Vous avez un petit labo? J'ai un petit laboratoire, voilà. On va suivre à l'odeur. Voilà, Hein. voilà. C'est juste à côté? Voilà, tout à côté. Ça y est, je suis embauché. Je touille. Et je touille de la confiture de lait. Regardez comme c'est beau. Et ça sent bon. Bernadette, c'est quoi de la confiture de lait? La confiture de lait, c'est du lait de vache qu'on a écrémé un peu. On verse du sucre. Du sucre. Oh, C'est vous 2 en mettez kilos. plein? Oh non, c'est 2 kilos pour 6 litres. C'est pas beaucoup. Voilà. Après, je vais faire comme vous, touiller pendant 4 heures. Au moins 4 heures. Pour arriver à ce résultat-là. Ma grand-mère disait que tout était dans la façon dont on touillait. C'est pas vrai? La balade s'arrête ici. Veuillez me pardonner, je suis vaincu par la gourmandise et je reste avec Bernadette.